J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, 10e édition, 10e épisode spécial confinement. Un voyage, tiens, dans cette émission, le Mont Blanc, l'autre pays du mental et la région du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, nous sommes le 23 avril et nous enregistrons cette émission dans les conditions de direct. Bonsoir à tous les contributeurs et invités. Pour une fois, il y a plus d'invités que de contributeurs en l'occurrence. Si vous permettez les invités, je vais commencer par les contributeurs, on va dire, réguliers plutôt. Birgitta et Nico sont à Nantes, salut à vous. Salut. 2 mots pour nous dire la sensation, le sentiment dans lequel vous êtes là ce soir. Vas-y Nico. Après 5 semaines, non, on va arrêter les politesses parce qu'on va manquer de rythme. Ensoleillé et pressé. Pressé, c'est-à-dire que tu vas pas tarder à t'en aller, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis l'impression d'être très pressé en ce moment par un peu de tous les côtés là. Donc je sais pas si c'est le déconfinement des confinements, mais on a l'impression que tout s'accélère un peu dans plein d'endroits. Donc voilà. Elle est plus que 2 semaines et demie à tenir. Birgitta, tes 2 mots? Impatiente de déconfiner et copain parce que content de vous retrouver. Eh bien, ravi également. Nos invités Fabienne, Dany, Stéphanie, Yann et Philippe. Et puis un autre contributeur va nous rejoindre. Il faut absolument qu'il nous rejoigne parce que c'est un spécialiste du vin pétillant à Saumur. Et on aura certainement des questions à lui poser à un moment ou à un autre. On va parler de gestion des émotions, de libération émotionnelle ce soir. Donc peut-être que les bulles peuvent constituer un élément, je ne sais pas. On va poser la question à nos invités. Fabienne, tes 2 mots pour résumer un peu le sentiment dans lequel tu es ce soir. Fabienne. Ah, c'est à moi qui parlais. Oui, c'est à toi. Alors, je dirais joyeuse et fatiguée. Ouais. Joyeuse parce que mon fils, qui était en Nouvelle-Zélande, est rentré hier soir. Ah, enfin, c'est bien. Voilà. Donc, c'est le dernier vol de rapatriement, donc c'était une bonne nouvelle. Ouais. Et fatiguée, ouais, j'ai un gros rythme quand même. Je travaille beaucoup sans facturer, mais du coup, je suis un peu fatiguée. Tu prépares l'après, Et puis, tu fais de la couture ouais, aussi. Donc, si tu as envie de nous donner des bons tuyaux couture dans cette émission, tu pourras revenir. si ça te dit. Dany, tu vas rebrancher ton micro et tu vas nous livrer tes 2 mots si tu veux bien. Dany est ta reine. Oui, presque reine. Presque oui. reine. L'heureux, on va le dire, l'heureux, à côté de reine. Eh bien, moi, mes 2 mots, c'est connecter. Alors, connecter à la maison avec une fratrie qui s'est reconstituée depuis mi-mars. Et c'est donc grand, avec grand bonheur que, évidemment, en tant que parents, on récupère nos petits qui sont devenus grands. C'est un petit bonbon qui nous est offert. C'était inattendu. Oh, c'est même le paquet de bonbons, là, d'un seul coup, là. C'est un paquet de bonbons, ouais. Et puis, connecter, parce que dans l'activité, évidemment, il y a de la connexion à tout moment, du matin jusqu'au soir. C'est très dense. Est-ce que c'est compatible avec la déconnexion du mental? Je ne sais pas. On posera la question peut-être tout à l'heure. Ouais. Stéphanie, spécialiste justement de la préparation mentale. Tu es à Nantes, Stéphanie, je crois. Tout à fait, à Saint-Herblain même, plus précisément. Saint-Herblain. Eh ben, tu fais bien de préciser. Oui. On a eu un invité herbénois en la personne du maire, Bertrand Affilé, récemment. Ah, bah je le connais bien. C'était un prof à moi, en fait. C'était mon ancien prof d'éco quand j'étais au lycée. Donc, tu étais dans le même lycée que moi, à Nicolas Appert? Non, il est d'abord venu à Carquois. Donc, il a fait sa première année à Carquois. Voilà. Restez là, les internautes. On va arrêter là les private jokes, c'est promis. Super intéressant. C'est promis. Mes 2 mots, écoute, moi, ça va être soleil, parce que j'ai profité du soleil aujourd'hui. Donc, voilà, c'est mon mot du jour. Et puis, tranquille, parce que du coup, je fais mes journées vraiment tranquilles sur le rythme que je veux. Et du coup, c'est génial. Et je fais ce que je veux avec mes cheveux, comme disait l'autre. Yann à La Rochelle. Salut. Et non pas au pied de l'Everest, en fait. Hein, je viens de redescendre à La Rochelle. Là. Voilà. Quelle rapidité. Tes 2 mots, Yann? Mes 2 mots, c'est plaisir et puis énergie. Plaisir et énergie. Plaisir de se retrouver tous ensemble, de partager des moments avec toute l'équipe, encore tout à l'heure avec Stéphanie et Philippe. Et l'énergie de par les marches qu'on fait le matin avec Philippe à 7h. Voilà, on vous en parlera tout à l'heure. Eh bien, vous allez nous en parler de votre entraînement. Tu as dit plaisir, hein, c'est bien ça que tu as dit, Yann. C'est ça. Nous avons
arriver. Non, c'est bien de mettre un peu de droit SACEM à Herbert Léonard. Philippe est à Nantes. Salut Philippe. Salut. Et à Saint-Herblain même précisément. Tes 2 mots pour ouvrir l'émission? Ah bah tiens, on va voir, je te lance un challenge musique, libéré, délivré. Libéré. Alors ça c'est tout à l'heure. Je vais pas foirer trop mon... Enthousiaste et comblé. Enthousiaste et comblé. Et puis il nous a rejoint. Henning est à Saumur. Salut Henning. Avec un micro Henning. On t'entend pas Henning. Tu es spécialiste de la bulle. À consommer avec modération. Oui. 2 mots pour nous dire le sentiment dans lequel tu te trouves là au moment où nous ouvrons cette émission. On est tout en confinement, sauf que nous on travaille comme on travaille pour les viticulteurs. Donc voilà, donc on sort quand même. Il y a du boulot. Qu'est-ce que tu fais pour les viticulteurs là en ce moment? On prépare on fait du Crémant de Loire ou du Saumur. Hein, ils continuent à travailler quand même. Plus en expo, je pense. Et bien sûr, après le confinement, continuer à consommer et évidemment les produits près de chez vous. Eh bien, nous ouvrons cette émission véritablement. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Comment se portent vos émotions en temps de confinement? Est-ce que vous dormez bien? Tiens, est-ce que vous faites pas trop de cauchemars? Et puis votre mental dans tout ça. Non, n'allez pas croire que je me suis transformé récemment en soignant. C'est juste que ce sont nos invités qui m'inspirent. Avec eux, nous évoquons le rêve, le défi, le mental et une nouvelle fois dans cette émission, les émotions, la libération de nos émotions. Ça vous parle si je vous dis libérer? Et Paris, libéré. Non, je pensais plus à ça, moi. Spéciale dédicace pour Philippe. Bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire. Voici une brochette de coachs et consultants Dany Selvi, Fabienne Boineau, Yann Picard, Philippe Claessen et Stéphanie Berthaud. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Je pense qu'il y a du bruit qui vient de chez toi, Henning. Donc ne bouge plus l'écran et puis ça sera parfait comme ça. Bienvenue à vous 5, les coachs et consultants, Dany, Fabienne, Yann, Philippe et Stéphanie. On va parler de libération des émotions, on va parler de préparation mentale et puis d'un défi qui va vous amener au sommet du Mont Blanc et pas de l'Everest, le décor de Yann actuellement. Vous faites quoi de votre journée là en ce moment? Yann, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Donc entraînement forcément. Ah, pas que, hein. Le matin, oui, c'est lever tôt, 6h30, et puis après, on s'appelle avec Philippe à 7h. On se fait notre petit lancement de journée, tous les deux. Et puis après, c'est parti. Beaucoup de visio aussi en ce moment, à la fois sur de la libération émotionnelle, mais aussi pour avancer dans notre projet. Voilà. La libération émotionnelle, c'est ce qui vous réunit. Vous êtes des praticiens d'une méthode un peu particulière que va nous décrire Philippe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthode? Libération émotionnelle. Ouais, libération exactement des perturbations émotionnelles. En fait. Est-ce que nous sommes des gens perturbés? Qu'est-ce que tu veux savoir, David? Que tu ne saches déjà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah bah, c'est quoi cette méthode de manière générale? Donc on s'adresse aux perturbations parce qu'on est tous assaillis d'émotions qui nous embêtent parfois. Et c'est ça l'idée, c'est de les traiter. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est spécifique dans cette méthode que j'ai découverte il y a maintenant 1 an et demi, un peu par hasard, ça s'est présenté sur ma route, je m'y attendais pas. Comme beaucoup, je faisais en sorte de bien gérer, de bien contrôler, de bien réguler mes émotions désirables, ou plutôt leurs conséquences, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de résultats durables. On peut contrôler, selon toi, les émotions ? Bah oui, il y a tout un tas de techniques efficaces qui permettent, par des méthodes de relaxation, de respiration, de contrôler les émotions. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est plus ou moins efficace, plus ou moins durable. Il y a simplement des moments où on n'y arrive pas, ou parce qu'on est dans un moins bon état mental sur le moment. Voilà, ça nous emporte. C'est le propre d'ailleurs de la perturbation émotionnelle, c'est que un peu à la Belmondo de la Belle Époque, elle surgit là où on ne l'attend pas. Donc, c'est ça, c'est souvent évidemment très attendu. Nico ? Ouais, c'est quand même une affaire de motivation.
De motivation, oui, d'abord de conscience. Alors d'abord de conscience et ensuite de motivation. D'avoir conscience d'être en situation de perturbation. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tout le monde en a, même ceux qui n'ont pas conscience. Voilà, puis après de motivation, parce qu'effectivement, je veux dire, comme tout travail sur soi, tout travail de développement personnel, il faut d'abord le vouloir pour engager une démarche, pour que ça donne du résultat. Alors, et là, ce qui est spécifique par rapport à des méthodes où on contrôle, on gère, voilà, on est vraiment dans de la libération, qui permet d'éliminer définitivement, ou au moins sur une durée très longue. J'ai pas encore vécu assez longtemps pour vérifier le définitivement. Voilà, pour éliminer des conséquences dysfonctionnelles d'émotions désagréables. Alors, comment pour prendre une image, juste pour prendre une image, prendre un truc qui parle à tout le monde. Avant, j'avais peur de mettre le pied dans un avion, et ça me mettait dans un état de stress qui fait que j'arrivais vidé, crevé au bout de mon voyage, où je prenais les médicaments, voire je pouvais consommer un peu d'alcool, voire je prenais le bateau plutôt que l'avion. Voilà, où après avoir suivi parfois une seule séance de libération émotionnelle, prendre un avion est devenu un épiphénomène, voire un plaisir. Donc il n'y a pas forcément besoin de consommer les bulles de Henning à se mûrir, même si c'est sympa de se faire plaisir quand même de temps en temps. Ça, c'est pour fêter après les Ah, voilà. Le fait voilà. qu'il ne soit plus perturbé. C'est pour la fête. C'est-à-dire que là, la consommation de bulles devient uniquement pour le plaisir et non pas justement pour réguler ou contrôler quelque chose. Voilà, c'est ça. Comment tu fais connaissance avec cette méthode, Philippe, puisque c'est toi qui a, en tout cas, qui est l'initiateur dans le club dessin que vous formez ce soir. Comment j'ai fait connaissance? Ça serait une longue et belle histoire qui serait longue à raconter. On va dire que... En version 40 secondes. Ouais, je l'ai croisé, on va dire, fin juillet 2018 sur le quai d'une gare à Montparnasse, et je l'ai retrouvé 2 heures après, assise à côté de moi dans un autre train gare de Lyon pour Dijon. Ça, c'est une chanson de Patrick Bruel, ça. Voilà, tout est parti. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. On appelle ça une synchronicité. Et ça a été une révélation. Voilà, et en termes de rencontre, et puis de rencontre avec la libération émotionnelle, où ça m'a questionné. À l'époque, j'étais encore chez Germe, comme responsable du développement. Et Germe, c'est le réseau de progrès des managers. On en parle souvent sur cette chaîne Réussir. Où tu as des émissions tous les mercredis. Puis il y a pas mal de contributeurs Germe. Où ça m'a questionné sous 2 angles quand j'ai entendu parler de cette méthode que je ne connaissais pas. Pourtant, voilà. L'angle Germe, où j'ai dit tiens, super, une méthode innovante. Et puis le deuxième angle, quand même pour moi, en me disant tiens, ça me questionne. Je percevais bien que j'ai confronté à un certain nombre de blocages émotionnels professionnels, mais dans ma vie privée. Et tiens, je vais expérimenter, je vais voir. Ce qu'on apprend chez Germe, c'est à oser expérimenter, à oser explorer. Et je l'ai fait, et quand j'ai constaté les résultats extrêmement rapides, quasiment immédiats, pour des sujets où je travaillais ça depuis parfois des mois ou des années, bon là j'ai dit, j'ai pas hésité, j'ai poursuivi, je me suis formé. Voilà. Alors comment ça se passe quand on est perturbé émotionnellement? On vient te voir, on vient vous voir, puisque vous êtes vous êtes formés maintenant tous les 5, Dany, Fabienne, Stéphanie, Yann et donc Philippe. On vient vous voir, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on aide la personne à conscientiser ses perturbations, c'est-à-dire à les exprimer. Et voilà, les peurs, les colères, les emportements, les sources de tristesse. J'insiste bien, c'est que les séances n'enlèvent pas ces émotions, elles enlèvent simplement les conséquences dysfonctionnelles. Donc voilà, on identifie, et ensuite on commence un travail individuel, sujet par sujet, pour aider la personne à aller vers plus d'équilibre et de sérénité. Séance par séance, jusqu'à ce que la personne décide, lorsqu'elle se sent prête, de se former pour devenir complètement autonome, puisque c'est un des esprits de cette méthode, c'est surtout de ne pas fidéliser le client, c'est de le rendre autonome de façon à pouvoir polliniser, voilà, et diffuser cette méthode, qui est un vrai outil de libération et de paix en fait. Dany, Fabienne, vous intervenez beaucoup en entreprise. En quoi ça intéresse les entreprises qui peuvent d'ailleurs pour certains managers avoir tendance à dire oh là là, un tel me fatigue avec ses émotions exacerbées. Est-ce que vous pourriez vous occuper de ces émotions pour qu'ils reviennent calmes, sereins? Ça serait ça la sollicitation? Moi, je me suis formée effectivement parce que en coaching, forcément, j'ai des clients avec qui avaient des perturbations émotionnelles fortes qui leur empêchaient les prises de parole en public, de pouvoir intervenir dans des réunions comme ils voulaient, de manière posée, ou à simplement oser dire parfois les choses, parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais c'est que quand on est en perturbation émotionnelle, on pense tout de suite à
tu es en colère et du coup quelque chose qui sort, mais il y a aussi toutes les stratégies d'évitement en fin de compte qu'on met en place. Donc, exemple. On évite de se retrouver en réunion, on évite d'être invité à tel endroit pour pas justement être confronté à une situation qui risque de nous mettre en perturbation. Donc moi j'ai d'autres outils, mais qui parfois prennent du temps. Voilà. Et quand Philippe m'a fait découvrir cette méthode-là, je l'ai d'abord testée sur moi en me disant bon, ça avait l'air un peu bizarre, donc et puis à la fois tellement simple que je me dis c'est quand même bon, je vais tester. Il y a un loup quelque part, c'est trop simple. Bah oui, c'est un peu truc. Tu te dis c'est quand même bizarre quoi. Donc moi j'aime bien tester, donc j'ai testé. Et du coup j'ai décidé de me former. Et aujourd'hui, moi c'est un outil que j'utilise dans mon coaching en fait. Voilà. J'ai envie de dire, Dani, c'est un outil qui prend peu de temps par rapport à d'autres outils. Est-ce que ça veut dire que on ne travaille que sur certaines choses? Et puis deuxième partie de la question, est-ce que c'est intéressant de vendre pour le coup moins de prestations d'accompagnement si c'est un outil qui prend moins de temps? Alors, je vais répondre à ta question en faisant un tout petit détour pour dire que j'ai découvert la méthode et moi, c'était en 2018, un peu comme Philippe, et d'abord en pensant à moi, parce que je sentais que j'avais parfois, dans certaines situations de relations, d'accompagnement avec les clients, mais également aussi dans des interactions fort en jeu. En tout cas, moi, je mettais de l'enjeu. J'ai d'abord travaillé ça sur moi et je me suis, comme d'autres ont pu le dire... Donc l'anxiété, en clair. Oui, si tu parles de fort enjeu, ça parle d'anxiété là. Oui, c'était ou d'appréhension effectivement. Je pense à la prise de parole en public. Moi, c'était pas l'avion, mais c'était la prise de parole en public en particulier. Et donc, j'ai commencé par tester sur moi. Et puis, de voyant que ça pouvait libérer d'autres choses et me permettre justement ensuite d'ouvrir à des possibilités extraordinaires et à un plaisir que je n'aurais pas pris sans ça. Donc pour répondre à ta question, ça ne raccourcit pas forcément de l'accompagnement, par contre ça pose des choses et ça pose des blocs et ça permet justement parfois, souvent on va dire les choses comme ça avec des managers, de rendre la suite de l'accompagnement plus efficace forcément. Henning, on se dit à une prochaine. Donc ça rend l'accompagnement plus efficace, Dani. Oui, c'est ça. Ça ne le raccourcit pas forcément, comme tu l'évoquais. Enfin, ça va lever certains obstacles pour faciliter ensuite un travail plus approfondi sur d'autres aspects que le manager souhaite travailler. Birgitta souhaitait réagir. Oui, j'aurais aimé savoir la différence avec Tipeee. Moi, j'ai entendu dans Animaux le syndrome de l'imposteur que je connais un petit peu. C'est quoi le syndrome de l'imposteur, Birgitta ? Et ben, c'est quand tu penses que tu n'es pas à la hauteur. T'as beau avoir un cursus long comme le bras et avoir fait 8 milliards de trucs, et ben tu te dis, je suis pas à la hauteur. Alors, pourtant, j'ai été consultée, hein. J'ai bien consulté. Mais il y a encore quelque chose à faire. Mais voici un super plateau à consulter maintenant. Je trouve vachement avec le manque de confiance en soi, quoi. Mais c'est vous les spécialistes. Alors, tu parles de Tipeee. C'est quoi Tipeee et qui veut réagir là-dessus ? C'est la méthode d'origine, en fait. C'est-à-dire que c'est la méthode... Il y a plusieurs écoles en France ou centres de formation. Ceux qui ont découvert cette méthode ont d'abord effectivement créé Tipeee. Donc la méthode, on va dire la méthode de base est la même. Le principe de fonctionnement est le même. Est la même. Après, nous on est formé sur un autre outil, un autre protocole qui s'appelle ALPE, qui est accompagnement, libération et perturbation émotionnelle, où le fondateur de cette méthode, Michel Gabory, est venu compléter le protocole avec un certain nombre d'autres actions, et dans lequel moi je me suis complètement retrouvé. Voilà. Mais après, la méthode de base est la même que Tipeee. Donc elle est la ressource naturelle, quoi. Elle est assez courte. Est-ce que c'est cette méthode qui consiste donc à observer ces émotions, en avoir conscience, ce que vous disiez tout à l'heure. Ces sensations. J'ai dit quoi ? Tu as dit à observer ses émotions, mais alors ça c'est pour les perturbations, mais dans la méthode, pour pouvoir désactiver une perturbation, on est à l'écoute de ses sensations corporelles. De ses sensations, exactement. Oui. Et tu fais bien de le préciser, parce que c'est quoi d'ailleurs la différence entre émotion et sensation ? Une sensation, c'est quelque chose que tu vas ressentir dans ton corps. C'est ça. Donc, c'est l'expression corporelle d'une émotion. Oui, voilà, c'est l'expression corporelle, si tu veux. Quand tu es en colère, tu vas sûrement
sentir le cœur qui bat plus vite, peut-être de la transpiration. Dans trembler. des situations, ça va être la gorge qui va être nouée, la tête prise, le ventre. Enfin, c'est tous ces trucs-là, en fin de compte. L'effet d'araignée, je ne sais pas ce que c'est, Birgitta, mais... L'effet d'araignée, c'est quoi, Birgitta? C'est-à-dire, tu vois l'araignée, tout d'un coup, ton monde s'arrête. Ouais. Ah oui, voilà, donc ça peut être... Mais t'as l'impression que c'est un éléphant. Et donc, une des façons de savoir si tu es en perturbation émotionnelle, c'est ça, en fin de compte. C'est qu'à partir du moment où tu as des sensations corporelles comme ça qui sont disproportionnées ou pas adaptées par rapport à la situation que tu vis, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ce qui est intéressant dans cette méthode... Et désagréable aussi. Désagréable. Oui, désagréable. Voilà. Oui. C'est vraiment ce côté-là aussi. Oui, parce que si on reprend l'exemple, tu vois, hier soir, quand j'ai vu mon fils arriver en voiture, j'avais le cœur qui battait très fort. Mais c'était chouette. C'est ça, c'était du plaisir. Voilà, tu fais bien de préciser. Ce qui est intéressant, c'est que quand on traite certaines perturbations émotionnelles, on peut en profiter pour traiter d'autres types de perturbations qui ne sont pas directement liées à la raison pour laquelle je viens consulter. Exemple, la peur en avion, la prise de parole en public dont on parlait tout à l'heure. Je vais traiter ça et puis finalement, il va y avoir une espèce de racine émotionnelle. Qui peut nous parler de ça? Désolé, Denis. Oh, vas-y, je t'en prie. Allez, on arrête les politesses là. Allez. Non, effectivement, on a, c'est une image, mais on va dire, on a effectivement des racines émotionnelles qui se sont constituées. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et en fait, l'intérêt de la méthode, au-delà du fait que ce soit une méthode qui est uniquement, effectivement, principalement sensorielle, on va aider en fait le corps à revivre une expérience pour qu'il puisse comprendre par lui-même qu'il n'a pas de raison à se mettre en dysfonctionnement et produire les sensations physiques dont parlait Fabienne. Et donc, on va effectivement attaquer ça quelque part par une porte d'entrée. On prend souvent cette image de l'agapanthe qui est une très belle plante avec une seule racine mais tout un tas de tiges et des fleurs. Donc on va attaquer effectivement la racine par une des fleurs qui est par exemple ma peur de l'avion ou ma peur de l'araignée et on va remonter pour aller désactiver la racine. Désactiver juste de permettre au corps de comprendre par lui-même en revivant une expérience en fin de compte que là où il pensait qu'il était confronté à un danger, il n'est pas confronté à un danger. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on désactive, c'est-à-dire qu'on ne traite pas les conséquences. Voilà. On va désactiver à la racine la cause. Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a coupé cette racine, non seulement est traitée la peur d'origine, par laquelle on a commencé, mais probablement d'autres situations de perturbation émotionnelle qu'on n'a pas forcément identifiées sur l'instant. Ça, on s'en rend compte ensuite dans notre vie. On dit, tiens, c'est bizarre, ce sujet-là me mettait avant en perturbation. D'où l'intérêt de la première séance, qui est vraiment une séance où on va accompagner la personne à diagnostiquer un peu l'ensemble des perturbations qu'elle peut avoir. Et c'est comme une cartographie qu'on garde dans l'accompagnement qui permet à la personne de dire « Ah ben oui, mais au fait, ça me mettait... ça me bloquait ou ça me mettait en colère et maintenant, j'ai plus, quoi. C'est vrai, j'avais oublié. » Et on vit beaucoup mieux, du coup, après. La première séance, c'est un peu l'image de la pelote de laine émotionnelle où il y a plusieurs fils qui dépassent. Puis on tire sur chaque fil et puis on établit le diagnostic. Ce diagnostic, il s'établit au fil de l'eau. Puis ensuite, tiens, c'est là, comme le disait Fabien, on dit tiens, c'est bizarre, ça me mettait avant en perturbation, aujourd'hui ça ne me fait plus rien. Nico a une réaction et puis j'en ai une autre derrière. Oui, ma réaction, ça a l'air plus constructif qu'un suivi psy. Parce que généralement, quand tu vas chez le psy, tu t'installes et puis voilà, tu parles. Puis à la fin, il attend, au bout de ces 30 minutes, il attend son chèque, quoi. J'ai pas l'impression que vous soyez dans cette. J'ai pas l'impression que ce soit dans cette optique-là, en fait. Oh, la caricature. On aura des psys dans cette émission. Hein. Donc on va pas se fâcher avec les psys parce que déjà, coach et psychologue, c'est compliqué. On va pas se fâcher avec eux. Mais en même temps. Mais ça peut être par contre très complémentaire. Exactement. Voilà. Je le vois comme très complémentaire. Aujourd'hui, moi, je coopère avec un Gestalt thérapeute sur Nantes parce que parfois, il y a des situations où on peut les traiter techniquement en désactivation, mais où derrière, il y a quand même peut-être parfois d'autres difficultés qui demandent d'être approfondies. Maintenant, si je parle de mon cas, ce qui m'a amené, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, par rapport à une situation personnelle, j'ai fait un travail thérapeutique. Donc, je mesurais que c'était long, que j'en mesurais pas tous les effets. Et là, ce que je trouvais quand même bizarrement surprenant, c'est qu'en une séance, le problème était réglé. Ça m'a quand même questionné, interpellé, quoi, au départ. Ben oui. Non, mais il a... Voilà. Assez vite, on s'y fait quand même de dire, tiens, en peu de temps, le problème est réglé sans que, a priori,
ça Il demande. surprend souvent les clients d'ailleurs. Ben oui, ah bon, c'est fini. Bah oui, c'est fini. C'est simple, mais c'est pas très facile en fait, entre guillemets. Et Ouais. c'est vrai que c'est très court dans l'approche. Et ça perturbe énormément les gens, en effet, quand on expose l'approche et la méthodologie. Quoi. Ben oui, parce qu'il s'agit de couper le mental, en l'occurrence. Et on va en parler dans une seconde. Nico, en tout cas, continue à faire des questions contre-courant comme ça. Tu es dans ton rôle de journaliste. Liberté de la presse. Et il y avait Birgitta, je crois, qui posait une question par rapport à la méditation. L'hypnose. L'hypnose. Alors, Ah, vas-y. l'hypnose. Vas-y, Birgitta, pose ta question. Je me demandais si vous joignez à la méthode de l'hypnose, comme par exemple de la gestalt ou quoi. Enfin, tu vois, vous allez ajouter quoi, par exemple, à cette méthode pour éventuellement. Moi, je peux peut-être répondre en disant Oui, que vas-y. c'est pas tant qu'on ajoute, mais on peut combiner. Enfin, Oui, c'est pareil, c'est combiné ce que je voulais dire. ouais, sachant qu'il y a des choses que, enfin, je pense que ce qu'il est important, c'est de pouvoir, comme Yann le disait, ça paraît finalement assez facile comme ça quand on l'entend, mais c'est pas si simple. Il y a en fait tout un protocole. Il y a effectivement une manière de faire, et qu'à mon sens, c'est important que dans cet accompagnement-là, en tout cas, à ce stade-là, on s'en tienne à cette méthode. Après, dans l'accompagnement, tu peux rajouter d'autres. Tu peux rajouter d'autres outils. Fabienne en parlait, elle disait bon, j'ai d'autres outils. Moi-même, je me suis formée à la CNV, par exemple, à la communication non violente ou à l'analyse transactionnelle. Je vais forcément après rajouter des éléments de compréhension ou des éléments d'intervention. Je dirais que il y a des phases. Il y a une phase très précise qui est celle d'accompagner la personne. Déjà dans des séances individuelles où elle va faire le travail qu'on est en train d'évoquer là, et puis ensuite de la former à l'autonomie. Et c'est à ça que je voulais arriver, et peut-être à ce stade-là de nos échanges, c'est que ce qui est important, c'est aussi qu'elle devienne aussi autonome pour pouvoir se faire des séances à elle-même, ce que moi je pratique et que mes collègues pratiquent aussi, parce que c'est un élément très important. Ça peut être très pernicieux aussi, une émotion comme l'anxiété. On peut presque être perturbé au départ de ne plus avoir justement de perturbation et en quelque sorte être dans le paradoxe d'aller chercher son trac. Moi, le nombre de comédiens, de musiciens, d'orateurs que j'ai entendu me dire, mais moi quand j'ai pas le trac, en fait je vais le chercher et j'ai encore plus le trac que prévu. C'est drôle parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Avec Philippe, on présente beaucoup la méthode auprès des sportifs et des sportifs de haut niveau, entraîneurs. Et c'est l'une des premières questions qui revient. Ah ouais, mais moi j'en ai besoin pour avant mon match, j'ai besoin de me sentir. Ah oui, parce que ça mobilise. Voilà, donc on explique que voilà, tout ce côté-là, il peut être présent sans que ce soit dysfonctionnel dans le corps, sans que ça perturbe au point de plus être dans l'instant présent et dans la pleine conscience de ce qu'on doit faire. C'est ça, c'est le bon et le mauvais trac. C'est comme le bon et le mauvais cholestérol ou le bon et le mauvais chasseur. C'est ça l'idée. Et en plus, ouais. Fabienne, je dis bonjour à Philippe. Salut Philippe. Ce qu'on a du mal à identifier, c'est... Salut Philippe. C'est que on parlait des stratégies d'évitement, des perturbations, du trac là qu'on a besoin peut-être parfois. Tout ça, c'est très très consommateur d'énergie en fait. Donc on s'en rend pas forcément compte puisque on vit avec et on fonctionne comme ça. Donc on fonctionne comme ça quoi. On se rend pas compte que ça nous prend de l'énergie. Et c'est après, notamment pour les sportifs, de se dire cette énergie que je mettais dans je suis hyper stressée, mais mon tract c'est pour rentrer tout de suite dans le match. En fin de compte, il a un regain d'énergie. C'est ça. Et moi personnellement, j'ai retrouvé de l'énergie aussi une fois 2, 3, 4 grosses situations, perturbations qui sont plus là, quoi. On pourrait tout à fait aussi faire le parallèle avec un manager qui peut avoir une petite appréhension, mais avec laquelle il semble pouvoir composer. Il démarre, je sais pas moi, un entretien de recadrage. Il va faire les choses, mais il va en ressortir complètement rincé. C'est ce que tu évoques là, c'est ça. C'est cette question de comment je peux travailler un peu mon écologie personnelle, quoi, finalement, en étant bien plus léger. Réaction de Birgitta, et puis je voudrais qu'on parle de sport avec Yann et Stéphanie après. Oui, tout à l'heure, quand Philippe il parlait de l'avion, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'exemple type parce que tu dis, bon, allez, ça va le faire, je vais prendre l'avion. Mais quand tu as un coup de chaud, de toute manière, tu as tout perdu, quoi. T'es arrivé, t'es cuit, t'es rincé, t'es au bout de ta vie. Et ton rendez-vous, en général, t'arrives et tu as perdu 80%.
de tes capacités. C'est un truc de malade. C'est ça. C'est pour économiser tout vachement ça. intéressant pour ça. Yann. C'est effectivement du vécu parce que je suis reparti de cet exemple parce que justement j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps dont l'activité professionnelle l'amène à se développer partout en Europe et chaque déplacement en avion était une galère. C'est-à-dire, et ce qui était un peu subtil, c'est que c'était pas l'avion en lui-même, c'était lorsqu'il y avait des situations de perturbation justement dans l'air. Donc on était. Et je prends cette anecdote pour dire qu'après la première séance, on a fait une seule séance. C'était un peu décontenancé quand même. Mon SMS d'Amsterdam, elle faisait Nantes, Amsterdam, Manchester. Mon SMS Amsterdam, elle me dit Amsterdam, tout va bien. Elle me dit maintenant on va passer la Manche. Arrivé à Manchester, elle me dit écoute, je suis arrivé à Manchester, tout va bien, je suis relâché, j'ai pu dormir bien, je n'étais pas crevé, pas vidé, voilà. Et j'ai rien pris, aucun médoc et pas d'alcool. C'est donc possible. Yann, tu voulais réagir et puis je voudrais qu'on parle du rapport entre... Tiens, je pose la question dès à présent, le rapport entre la libération émotionnelle et la préparation mentale. Quel lien vous faites tous les deux, Stéphanie et Yann, qui est des spécialistes de la préparation mentale, notamment auprès de sportifs de haut niveau? Alors les émotions, entre guillemets, font partie du socle essentiel au développement de la performance. Et en effet, il y a des émotions qui vont permettre de mobiliser les ressources et d'aller chercher le maximum de son potentiel et d'être ce qu'on appelle dans le flow, c'est-à-dire l'état idéal de performance, entre l'équilibre entre ses propres ressources et les objectifs que l'on a. Et à l'inverse, quand on est perturbé, en effet, toutes ces ressources vont être annihilées, complètement pénalisées, et on va rentrer dans un schéma de perte de confiance, de baisse d'énergie, de difficulté à se concentrer, enfin tout un ensemble de conséquences qui vont se retrouver à la fois sur le terrain. On parlait tout à l'heure, on était avec un jeune athlète tout à l'heure qui disait que quand il était en perturbation, ça pouvait lui arriver de s'agacer, donc de partir dans des sphères émotionnelles fortes. De lancer sa raquette comme McEnroe. Ouais, par exemple, ou si on prend l'exemple de Zidane qui a mis un coup de boule il y a quelques années à un joueur italien. Ah bon, il a fait ça? J'étais pas au courant. Bah, il paraît, ouais. Je l'ai pas vu, mais... Donc, en effet, ça l'a pénalisé sur le moment, évidemment, mais ça a pénalisé l'équipe et il y a eu des conséquences importantes. Zidane, qui tout génie footballistique qu'il est, a souvent eu du mal à gérer ses émotions, parce qu'il y a eu cet exemple-là qui est effectivement le plus marquant. Il y a eu l'exemple dans cette même... non, pas la même Coupe du Monde, en 98, où s'était essuyé les crampons sur un Saoudien, et puis il est arrivé plein de fois qu'il ait perdu le contrôle de ses émotions. Alors, que peuvent faire les accompagnateurs de sportifs de haut niveau que vous êtes désormais en allant sur le champ émotionnel et pas que sur le champ mental? Fanny, vas-y, je te laisse. En fait, à la base du sport, c'est le plaisir. C'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ça la base du sport. Et, bon, ça, c'est quand on ne gagne pas d'argent avec ça. Oui, aussi, mais aussi quand on gagne de l'argent, heureusement. En tout cas, la plupart des grands sportifs, ils veulent aussi rechercher le plaisir. Heureusement, attends, quand même, on n'en est pas encore là. Les sportifs ne veulent pas que de l'argent. Non, je n'y croirais pas. Donc voilà, pour trouver ce plaisir-là, il faut réussir à être en pleine conscience de ce qu'on fait, à être dans sa pleine capacité, et puis évidemment le plaisir arrive encore mieux quand on réussit, même si la réussite n'est pas obligatoire pour avoir le plaisir. Donc en fait, toutes ces émotions-là, forcément les émotions qui nous donnent ce sentiment-là, le flow notamment, c'est forcément des émotions positives, ce qu'on ressent qui est positif. Et pour ne pas être perturbé par tout ce qui va être, on loupe des trucs, on a un coéquipier qui nous dit quelque chose sur le terrain qui est pas cool pour moi, ou il y a quelqu'un dans le public qui est en train de m'engueuler alors que voilà. Il y a quelqu'un qui t'insulte. Voilà, il y a quelqu'un qui m'insulte. Il y a l'arbitre qui fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Alors ça n'arrive jamais. Ils font toujours n'importe quoi, c'est pas possible. Ça n'arrive jamais. Le public qui t'insulte, ça me fait penser à Cantona, ça, qui s'était défoulé sur un... c'est ça, non mais c'est exactement ça. Un supporter. Et c'est ça, qui va taper, qui se lance avec son pied en avant dans le supporter. Bon voilà, c'est des choses
où, alors déjà, sur le sport, voilà, on n'aime pas trop ça. Moi qui fais du sport, alors aujourd'hui, je n'accompagne pas encore avec la libération des perturbations émotionnelles, mais j'espère le faire très bientôt. Je fais de la préparation mentale. Moi qui suis sportive, quand j'avais ces agacements-là, personnellement, j'étais pas très fière en fait après. J'étais pas fière d'avoir râlé après l'arbitre. J'étais pas fière. Mais surtout, tu t'es pris un carton rouge. Une technique, voilà, une technique au basket, c'est des techniques. Bon, ça fait lancer franc pour les autres. Enfin voilà, donc c'est la rechercher. Voilà, nous ce qu'on propose aux sportifs, c'est déjà on va t'enlever toutes ces perturbations qui font que tu n'es pas en capacité de te concentrer sur ce qui se passe autour de toi, sur ce que tu dois faire, sur toutes les compétences que tu as. On t'enlève ça. Et une fois que ça, c'est parti, tu es vraiment en pleine conscience de ce que tu dois, où tu es, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les choix que tu dois faire, et tu es en pleine capacité de faire les bons choix. Donnez-nous des trucs et astuces, Yann et Stéphanie, pour qu'utilisent des sportifs que vous formez pour se préparer mentalement. Et puis, deuxième partie de la question, c'est quoi la différence entre conditionnement mental et préparation mentale? Les boules qui est, David. Ça. Conditionnement, on est tous conditionnés. Alors le conditionnement mental, j'allais dire, c'est se conditionner au positif. C'est se conditionner à agir en pleine conscience, comme le disait Stéphanie. Et je voulais rebondir et rajouter sur ce qu'elle disait, renforcer, c'est que se libérer des perturbations émotionnelles permet de vivre l'instant présent, d'être ici et maintenant. Et ça, c'est essentiel dans le sport. C'est pas de faire, en étant libéré, c'est pas forcément de faire le match avant le match, ou la compétition avant la compétition, avec tout ce que c'est pas bon de faire ça? On entend des sportifs faire ça. Pas forcément. Tu peux le visualiser, justement. On visualise, mais plutôt le geste, se mettre en condition, effectivement, des fois pour... quand on est dans un espace qu'on ne connaît pas, etc. Donc oui, on visualise, c'est important, mais on ne joue pas, quand on dit jouer le match avant le match, c'est-à-dire penser à ce qui va se passer à la fin, quoi. On est sûr de la fin. Non, on n'est jamais sûr de la fin. Yann, un exemple de sportif que tu as accompagné récemment pour l'aider à préparer son mental et un truc, astuce dont on pourrait se ressaisir? Oui, un sportif que j'ai accompagné récemment, c'était sur un triathlète en fait, qui avait une compétition, qui faisait un Ironman et qui a quand même une appréhension de l'eau, en l'occurrence. C'est embêtant. Parce qu'un Ironman, c'est combien? C'est 4 km de... Comment? 1800 mètres de natation. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas rien, avec parfois des conditions... Alors parfois c'est dans des lacs, parfois c'est en mer, donc des conditions un petit peu gigantesques, je vais dire, mais il faut y aller. Nico, il a mal, rien qu'à de penser à ça, il a mal. Imagine le froid, tu vois, dans le lac, tu vois, déjà. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Donc c'est Philippe, on le sent pas partant non plus. Philippe Dregnault, on le sent pas partant non plus. Il faut expérimenter. Lui, il préfère rester sur la plage. Vas-y, Yann. Donc c'est de l'amener en fait à vivre la situation en réussite et d'aller chercher à partir par exemple d'une situation positive qui n'a pas forcément à voir avec le triathlon, mais un moment qu'il a vécu positif dans sa vie familiale, dans son environnement, dans lequel il a aussi ressenti ou entendu, ou ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il a perçu cette situation d'une manière agréable et positive. Donc on va se servir de cette situation pour aller transposer, je dirais, et vivre cette émotion, et puis cette action, entre guillemets, dans le moment de natation, pour qu'il le vive de manière positive et que ça se passe du mieux possible. Voilà. Donc vous utilisez, comme disait Birgitta tout à l'heure, des techniques empruntées à l'hypnose? Qui sont empruntées à l'hypnose, qui sont empruntées à la PNL, qui sont empruntées aussi à la sophrologie. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, mais l'idée, c'est de trouver l'outil le plus approprié à la personne et à la situation qu'elle veut aller chercher, en fait. En quoi les routines sont importantes, notamment pour le sportif, mais évidemment, je poserai la même question aux spécialistes du monde de l'entreprise.
La routine la plus célèbre peut-être, c'est celle de Nadal, hein, où il se touche le nez, il se touche l'oreille, je ne sais combien de fois, il fait rebondir la balle 25 fois, et puis hop, enfin il met la bouteille là où il faut, devant son banc, etc. Ouais. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est extrêmement superstitieux, ou ça parle de quoi? Ça peut, ouais. Il peut y avoir une forme de superstition, mais il y a aussi une répétition de gestes, de comportements qui à la fois rassure et qui permet d'éviter, en effet, de vivre l'instant présent justement et d'éviter de se projeter sur des choses inutiles et de se focaliser l'esprit, le mental à des choses inutiles. Donc l'inutile à sa place. Voilà, exactement, tout à fait. L'inutile à sa place. Stéphanie, un dernier mot sur ce sujet. Tu recommandes d'avoir des routines quand on n'en a pas, quand on est un sportif, notamment? Tout dépend des sportifs. Si le fait de ne pas avoir de routine, ça lui pose aucun problème et que il ne perçoit pas quelque chose qui le met pas en condition sur son match, très bien. Peut-être qu'il en a sans s'en rendre compte, donc peut-être qu'on peut aller chercher ça. Moi, j'accompagne un jeune, donc il est vraiment dans le développement sportif, voilà, et il se rend pas trop compte des routines qu'il a. Et en fait, il a beaucoup de mal, par exemple, à rentrer dans son match. Eh ben, c'est de mettre en place ensemble, l'idée justement, c'était de mettre en place ensemble ces routines, de quelles routines il avait besoin, qu'est-ce qu'il faisait en fait, et voilà, il ne savait pas, mais c'était des routines, et qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place également, pour justement que moi je lui dis souvent que les routines, c'est comme l'échauffement en fait, l'échauffement c'est pour le corps, il se met en mouvement pour aller être vraiment dans son match, et les routines, c'est son cerveau qui se met en fonctionnement pour être dans son match. Et qui se met en mode sécurisation, et l'entreprise en a besoin. C'est ça, exactement. Ça rassure. Hein, c'est des choses qui rassurent. Voilà. Après, dans la routine, il faut faire là où il faut aussi aller au bout des choses. C'est que qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la routine, il ne faut pas que justement ça déstabilise le sportif. Donc c'est aussi aller au bout de cette vision de routine. Les managers, les collaborateurs des entreprises, Dany, Fabienne, Philippe, ont besoin aussi de ces modes de sécurisation. Ça passe notamment parfois par des météos, des temps d'installation. Salut Nico, à la prochaine. Des temps d'installation. Oui, et enfin le rituel relationnel qui a vocation à ce que justement on se mette tranquillement dans l'échange. Maintenant, je rejoins Stéphanie, je ne l'impose pas non plus, et j'accompagne le manager qui chercherait finalement de quoi rentrer dans ces relations de la meilleure manière pour lui. Alors, vous avez... Je crois que ce soit une contrainte. Oui. Une contrainte. Il faut que ce soit choisi par la personne. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de lui permettre de développer un certain nombre d'astuces, d'outils qui lui permettent de se mettre dans les conditions les plus favorables, en fait. Que ce soit dans un entretien, que ce soit avec ses collaborateurs et dans le sport de haut niveau. Et en effet, il y a un certain nombre de routines qui vont amener une valeur ajoutée à quelqu'un et pas à d'autres. Donc, quelle est la valeur ajoutée, en effet, de cette routine? Et en ce moment, justement, dans la période que l'on est en train de vivre, les routines, en effet, un certain nombre de rituels peuvent permettre aux gens de se mettre en mouvement, de créer une dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, Yann? Garder des repères. On a ouvert cette émission avec plusieurs d'entre nous qui disions on voit le bout du tunnel approcher, le bout du confinement, et en même temps on est impatient, et donc ça peut perturber les émotions, tout ça. Quel truc et astuce on peut utiliser, emprunter à vos techniques pour encore mieux vivre ce confinement-là? Ben déjà, c'est de ne pas te faire d'anticipation, parce que parce que c'est pas encore gagné, c'est ça que tu dis? Sur comment ça va se passer, sur ce qu'on va pouvoir faire ou pas, sur voilà. Donc. Et en même temps, rêver, c'est bon. Tu dis? Et en même temps, rêver, c'est bon. C'est une façon d'anticiper. Ça oui, rêver, c'est bon, mais c'est pas pareil de rêver, de se dire tiens, quand je vais pouvoir reprendre un verre en terrasse, ça va être chouette.
que de se dire le 11 au soir, je suis sur la terrasse et je prends un verre avec mes potes. Quoi. Parce que ça, on ne sait pas si ça sera possible. Ouais. Et là, il va y avoir une frustration qui va se mettre en place, voire de la colère. Et tu dis qu'il y a... moi, j'entends aussi beaucoup dans l'entreprise des peurs à revenir au travail. Hein. Donc, tout le monde n'est pas super joyeux. Comme la fameuse rentrée après 3 semaines de vacances. Non, c'est pas ça, mais il y a vraiment il y a des gens qui ont peur de reprendre une vie sociale, dans le sens peur d'être contaminés. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont en situation aussi de souffrance. Hein. Je disais un article, il y a 44%, là, un dernier sondage Ipsos, 44% des salariés qui se sentent stressés ou en situation de stress important. Donc la reprise va pas être forcément si joyeuse que ça pour tout le monde en fait. Donc rêvez messieurs dames, sans anticiper de façon trop précise. Ouais, voilà, pour l'instant pensez à vos verres en terrasse, pensez à vos défis et on va parler de votre défi Philippe et Yann avec le concours de Fabienne et puis très certainement Dany et Stéphanie. Un défi dont on va parler dans un instant qui va vous mener, je vous le souhaite, au sommet du Mont Blanc. D'abord, pour boucler sur le sujet de la libération émotionnelle, vous êtes en train de créer un réseau avec des praticiens, puisque ça vous a tellement séduit que vous vous dites tiens, ça serait intéressant évidemment de concerner encore davantage de gens. Et plus qu'un réseau, une fondation, Philippe. Oui, on est en train effectivement de travailler sur le sujet, de créer un réseau de praticiens qui réunira une communauté de praticiens. Parce que globalement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de praticiens en France, assez peu. Voilà, mais chacun travaille un peu dans son coin. Donc, on est tous issus de germes, hein, quasiment. Donc, je pense qu'on a vécu cette expérience vraiment collaboratif et de travailler ensemble et d'évoluer ensemble. Je parle de la communauté d'animateurs. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai trouvé tellement de bénéfices à la fois dans mon niveau de performance, l'efficacité, je parle en termes d'aisance, de concentration, dans mon état de santé, dans ma relation aux autres. T'as envie quand tu es en paix avec toi-même, tu es un peu plus en paix avec les autres. J'ai dit, tiens. Tu as envie de le partager. Voilà, je dis, il faut le partager. Donc, voilà, j'étais en relation avec des potes de germe déjà. Donc, ça s'est presque fait naturellement, en fait, hein, sans se poser de questions. On s'est dit, on est en confinement, banco, on y va. Puis, donc, on s'est mis à travailler activement et on est en train, effectivement, de travailler cela. Je laisserai Fabienne parce qu'elle le fait si bien d'expliquer la vision, parce qu'on a travaillé sur une vision, sur des ambitions. Alors c'est quoi la vision, l'ambition, Fabienne? Faut que je la reprenne hein, parce que je sais plus si je me souviens de la phrase qu'on est arrivé. Non, l'idée c'est d'œuvrer pour que les émotions deviennent un levier de transformation positive et durable dans le monde. C'est joli? C'est beau, hein? C'est beau. Et alors que ça concerne bien sûr le grand public, aussi bien les particuliers que les entreprises. L'idée, c'est d'adresser l'entreprise. Et que les personnes relevant de l'utilité publique, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, des jeunes, pas que ceux qui sont dans la vie active. Oui. L'idée, c'est d'avoir un pôle... Vendredi, on est intervenus tous les trois avec... Yann et Fabienne, justement, devant un réseau connu sur Nantes de managers, de cadres en recherche d'emploi. Et c'était super, quoi. Suite à ça, on a eu des retours. Parce que la peur aussi de passer l'entretien, la peur de l'échec. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les émotions désagréables qu'on peut vivre. Mais... Donc, en fait, nous, effectivement, dans le réseau, on va s'adresser plutôt à un secteur marchand. Demain, ça va les entreprises, les sportifs de haut niveau, les jeunes au travers de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une motivation particulière pour les jeunes, et puis tous les particuliers, parce qu'aujourd'hui c'est une structure qui missionne où monsieur et madame tout le monde, en fin de compte, qui prennent la décision d'engager une démarche. Et la fondation dont tu parlais, fondation, association, c'est pas encore déterminé, ça c'est plus... Ça c'est un rêve que j'ai fait quand j'étais au Gabon en fin d'année et que j'ai partagé avec mes amis Yann, Dany et Fabienne, et puis Stéphanie aussi qui est avec nous. De dire et comment on fait pour porter cette méthode demain vers le plus grand nombre, y compris ceux qui ne peuvent pas se le payer. Je pense aux enfants dans les hôpitaux, je pense à tout un tas de professions. Et donc l'idée, c'est aussi d'œuvrer dans ce sens-là pour diffuser cet outil, cette méthode qu'on a tous en nous, juste pour le faire connaître,
et chacun puisse avancer sur son chemin de libération. Ce réseau s'appelle Visae et la fondation portera le même nom, Fabienne? Non, alors, le réseau, aujourd'hui, c'est le nom de projet. Visae, on n'a pas déterminé le nom du réseau. On n'a pas déposé les... On n'a pas déposé. Visae pour vivre enfin sereinement avec ses émotions. Après, on va voir, mais on est pour l'instant en train de... On n'a pas attaqué par le nom, on est plutôt sur le projet lui-même, l'ambition. Voilà. La fondation, on verra. Donc, on est en train de prendre des contacts, en tout cas, dans ce sens-là. Une autre ambition, et on terminera là-dessus avec un défi qui va vous faire partir du stade Marcel Sopin, l'ancien stade de football de Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas, le 26 juin prochain, si tout se passe bien. Parce qu'il ne faut pas anticiper trop sur la date, mais en tout cas, c'est ce que vous avez imaginé. Bien, hein. Jusqu'au Mont Blanc. Ça, c'est un rêve. Voilà. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Et Fabienne, tu vas partir avec les gars, tu vas les échauffer hein, avec les gars, c'est-à-dire Yann et Philippe. Ouais, je vais pas faire l'ensemble du chemin qui représente quand même 24 marathons. Rien que ça. 24 marathons, pas plein plus. De raisons. Pas voilà. plus. Attends, je fais mes calculs. 25, vous avez exactement 24,7, donc on a rendu à 25. Hein. D'accord. Ah oui, 25, d'accord, il y en avait un de plus. Bon. Donc 25 par 42 km. Ah non, pardon. Donc ça fait le nombre en question, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Et donc 1050 km. C'est voilà. ça, 1050. Donc à parcourir à pied. Donc oui, moi je vais pas pouvoir faire toute la traversée, donc mais je vais partir les 4-5 premiers jours avec eux et j'essaierai peut-être de les rejoindre au milieu et surtout à la fin. Et surtout à la fin. Et donc la fin, Yann, c'est le Mont Blanc. Alors toi, t'es un montagnard puisque le décor qui est derrière toi, c'est une photo que tu as pris de l'Everest. Tu as grimpé des sommets à près de 6000 mètres d'altitude. Donc le Mont Blanc, c'est de la rigolade? Non, rien n'est de la rigolade. Non, c'est un projet, oui, ambitieux, mais à la fois, c'est quand on s'est vu avec Philippe, c'est quelque chose qu'on a partagé. On avait envie de lancer ce défi ensemble, et puis il est arrivé plus vite que prévu. Hein, on n'avait pas prévu de le faire aussi rapidement, honnêtement. Et on s'est dit, ben voilà, vu la période que l'on vit, on s'est quand même un peu projeté. On s'est dit, ça peut être intéressant d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre peut-être des entreprises, des sportifs, des jeunes, et puis par ce défi qui est à la fois peut-être physique, mais aussi c'est-à-dire intérieur également. C'est aussi de rendre hommage au personnel soignant qui œuvrent encore. Ouais, c'est ça l'idée. L'idée pour donner du sens, c'est de rendre hommage à ceux qui sont au front là actuellement. Exactement, à la fois les entreprises également qui œuvrent pour qu'on puisse avoir des masques, pour qu'on puisse avoir du gel, qui sont d'agilité aujourd'hui et qui se réinventent également dans la période compliquée actuelle. Et puis ceux qui ont aussi en souffrance, qui ont perdu des gens, ainsi de suite. Donc et puis d'amener les gens à vivre des rêves. Tu parlais de rêves tout à l'heure, c'est peut-être se rendre compte que la vie ne sera plus la même qu'avant. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc c'est peut-être le moment d'envisager d'inventer des autre chose. Même si je voyais qu'il y avait des queues monumentales avec la réouverture de certains fast-food, j'ai vu un commentaire, la vie d'après n'aura duré que 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message pour justement que notre société change, et change vers quoi? Je pense qu'un des sens qu'on y a mis, c'est aussi qu'on a pris, on était certains nombres, on est en chemin, on avait déjà conscience, on a pris encore, en tout cas à mon niveau, encore plus conscience que tout ce qui se passe là nous inviter à nous réinventer, notamment en nous reconnectant à ce qui est essentiel. Et au-delà de vouloir rendre hommage aux personnels soignants, aux entreprises, comme l'a précisé Yann, c'est aussi cette volonté pour nous de montrer que reconnectons-nous aussi à l'essentiel, c'est-à-dire à l'écoute de la nature, l'écoute de nos corps, que ce soit le corps physique, l'émotionnel, et des hommes avec un grand H, j'entends. Donc c'est pour ça que cette aventure, on veut la partager avec le plus grand nombre. Qu'est-ce que vous attendez justement de l'auditoire? Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui vous écoutent là aujourd'hui? De venir nous soutenir au départ. On organisera la veille au soir probablement une rencontre un peu informelle sur l'esplanade de l'éléphant à Nantes, de venir nous accompagner pour marcher. Marcher avec nous, ouais. Voilà,
On veut Ouais, mais aussi vous marchez vite là pour faire 25 marathons, vous marchez à 7,5 à l'heure là. Ouais, on va aller. Vous êtes capable de vous adapter au rythme des marcheurs occasionnels? On verra comment la marche. Pour le temps de la discussion, oui, hein, forcément. Oui. Après, les gens, ils peuvent venir aussi en vélo, hein, par exemple. Hein. Ils peuvent prendre leur vélo et puis je vais faire ça, moi. Moi, je vais faire ça. En roller, bon, oh là là, ouais. c'est un peu plus compliqué, mais... On fait aussi le pari de l'autonomie, de la simplicité, de l'autonomie, d'être accueilli, de pouvoir planter une toile de tente dans un jardin, de pouvoir prendre une douche, d'être hébergé, de pouvoir prendre un repas. Enfin voilà, on fait ça vraiment. On n'a pas de moyens, on part avec notre cœur et nos jambes. Moi, je suis super heureux de vivre cette aventure avec l'équipe là, tous les 5, à différents degrés, mais on y est tous. Et, très objectivement, j'aurais jamais pu envisager que je referais ça un jour sans libération émotionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, si je fais le résultat, c'est après ce que j'ai vécu pendant 3 mois au Gabon, de dire tiens, je vais partir 1 mois et demi marcher sur le Haut-de-France vers le Mont Blanc. Moi, je suis pas vraiment un montagnard, hein. Je suis plutôt l'homme de la côte, tu vois, où c'est plutôt le plat pays du côté de Guérande. Bon, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour vous suivre. Et puis quand même, on est parrainé par un parrain bien connu avec Philippe Moreau, qui est un aventurier, un intervenant germe qui a fait la Trans-Australia, qui va faire la traversée de l'Europe. Aventurier de l'extrême, lui. Un aventurier de l'extrême qui a fait combien? Qui a fait 3000 km, je crois. Pardon, 3700 km, ouais. Combien? 3700 km 3700 km. En Australie. Voilà. Il fait que des trucs comme ça, Philippe. Moreau, c'est un peu notre Mike Horn à nous, notre Mike Horn français. Donc, chacun son truc. Hein. Quand on lui a présenté le projet avec Yann, nous on va faire 25 marathons, pas de problème. Finger in the nose. Pour vous retrouver, les amis, dans votre défi qui s'appelle 25 marathons vers 1001 émotions, marcher pour vous. Comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux pour vous suivre et éventuellement vous rejoindre? On est en train de créer un Facebook. On va commencer à partager des Facebook Live sur notre préparation. On va partager également sur une page Facebook. Et ben vous nous donnerez l'adresse. On peut la donner déjà peut-être, Yann. Allons-y. Elle existe déjà en fait. Elle existe déjà. Ça s'appelle Mes rêves en action. Mes rêves en action. Mes rêves en action, exactement. La page Facebook Mes rêves en action, très bien. Ben, on va rajouter ça dans les commentaires de cette émission sur YouTube et puis sur SoundCloud également. Et puis sur tous les réseaux sociaux, on pourra nous suivre également, en espérant en souhaitant qu'un maximum de monde relaie nos passages dans les villes, puisse nous accompagner aussi de cette manière-là, nous encourager par leurs likes et par leurs commentaires. Exactement. Moi, j'en connais une qui va vous suivre, c'est Birgitta, au moins à distance sur Facebook. Est-ce qu'elle vous suivra dans la vraie vie? Je ne sais pas. Birgitta, ça te tente de chausser tes baskets ou tes pompes de rando? Faut voir, ça dépend. Ça me tente de vous suivre, mais par la pensée. Par la pensée. Philippe, ça te tente de les suivre? Non, mais de les suivre en vrai. Oui, je t'ai bien compris, ouais. Donc, moi, fan, j'avais comme très grosse envie et un début de projet d'aller marcher sur le chemin de Saint-Jacques, mais c'est un autre chemin et ça me va aussi. Hein. Et ben voilà, donc vous avez une recrue de plus à partir du 26 juin, décollage du stade Marcel Sopin à Nantes. On vous souhaite évidemment que ce soit ce jour-là et puis que vous ayez le meilleur sur votre parcours. On a parlé avec nos 5 coachs et consultants du réseau Visae, ça veut dire vivre enfin sereinement avec ses émotions, de libération émotionnelle, on a parlé de préparation mentale et puis de ce défi. On vous souhaite, chers internautes, chers auditeurs, d'avoir un maximum de rêves. Et puis tiens, dernière question, parce que je ne voudrais pas la laisser sur le papier, celle-là. Qu'est-ce qui fait que de nombreuses personnes préfèrent râler plutôt que de se consacrer à l'identification de leurs rêves? Qui veut répondre? Stéphanie, peut-être? Ils ne connaissent sans doute pas la pensée positive. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils aillent vers cette pensée positive. J'aurais été un peu ironique, j'aurais dit c'est forcément parce qu'on est français. Franchement. Ouais, sauf que ça, c'est. Puis c'est beaucoup plus facile quand même.
Ouais, c'est ça. Aide à ne pas agir, hein. Râler aide à ne pas agir. Hein. Quand on râle, on n'agit pas. Hein. Mais que les choses soient claires, hein. L'objet de ma question, c'est pas de juger parce qu'on est tous des râleurs à un moment ou à un autre. Oui, surtout moi. Mais en tout cas, merci de nous inspirer avec des rêves que vous réalisez. On vous souhaite le meilleur et puis on vous dit à très bientôt dans J'ai deux mots à vous dire pour faire le point. Salut. J'ai deux mots à vous dire. Rendez-vous lundi pour une prochaine émission. À très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi. Salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les deux mots que vous avez à nous dire. J'ai deux mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. 1, 2, 3, 4, 5. Sing to the beginning to get ready to ignite.